Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Débat. Alors, séduire à tout prix. C'est la nouvelle tendance en vogue, grossir certaines parties du corps. Et la tendance gagne du terrain, majoritairement chez les femmes, mais les hommes également s'y intéressent. Alors, c'est un nouvel axe de séduction, grossir le fessier, grossir la poitrine, les mollets par exemple, et chez les hommes, grossir le sexe. Alors, quelles sont les méthodes utilisées pour y parvenir, pour grossir ces parties du corps? Quels sont les risques encourus? Et quelles en sont les conséquences? Pourquoi le faire? Est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle? Nous ouvrons le débat ce soir avec nos différents invités. Professeur Yeo Sitienéen, bonsoir professeur. Bonsoir madame. Vous êtes maître de conférences agrégé de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. C'est exact. C'est exact. Merci d'être là. Merci. Alors, docteur Amicia Florence, bonsoir docteur. Bonsoir madame. Vous êtes dermatologue et vous êtes vénérologue. C'est exact. Merci à vous. Vous allez nous expliquer tout cela tout à l'heure. Merci. Madame Laetitia Métchegnan. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes spécialiste en médecine esthétique. Tout à fait. Et vous êtes infirmière diplômée. Et vous êtes dans la spécialisation, enfin 4 ans de spécialisation. Tout à fait. Très bien. Merci à vous d'être là. Merci à vous. Monsieur Saïbi Jamal, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous êtes sociologue et vous êtes maître de conférences. C'est ça. Alors, nos différents invités présentés, nous allons savoir exactement la raison pour laquelle nous vous avons invité sur notre plateau. Vous allez mieux comprendre. Alors, professeur Yeo, dites-nous, vous êtes professeur agrégé en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire? La définition, elle est un peu vaste, mais la chirurgie plastique, retenons grosso modo que c'est une chirurgie qui s'adresse à ce qu'on appelle les tissus mous, c'est-à-dire qui n'est pas dur, donc pas les os, mais qui n'est pas dans la boîte crânienne ni dans l'abdomen. Donc en somme, un peu la chirurgie de la carcasse, quoi. Il y a un pendant esthétique et un pendant reconstruction. L'esthétique étant la partie qui vise à l'embellissement, alors que la reconstruction, ça vise à corriger des défauts, qu'ils soient congénitaux ou acquis par des malformations ou bien par des accidents de la vie ou secondairement à des accidents. Donc voilà, grosso modo, les deux branches de la chirurgie plastique. D'accord, très bien, merci en tout cas. Alors, docteur Amicia Florence, vous êtes dermatologue, on comprend bien le derme, la peau? Oui, le derme, c'est la peau et les fanères aussi. Alors, nous traitons la peau, les fanères et tout ce qui a trait. Des fanères? Oui, les fanères, c'est-à-dire les cheveux, les ongles. D'accord. Et vous êtes vénérologue? C'est exact. Vénérologue, on traite tout ce qui est IST. IST, c'est-à-dire infection sexuellement transmissible. Très bien. Alors, Madame Laetitia Métchegnan, vous êtes spécialiste en médecine esthétique. Qu'est-ce que la médecine esthétique? Donc la médecine esthétique, il faut savoir que la médecine esthétique, en fait, a deux parties. Il y a la médecine esthétique non évasive, donc ce qui veut dire en fait qu'on ne coupe pas, on ne saigne pas. Et puis il y a la médecine esthétique qui est légèrement invasive, donc les injections. La médecine esthétique vise spécialement tout ce qui est rajeunissement de la peau, en fait, que ce soit du visage ou du corps. D'accord. Monsieur Seybi Jamal, sociologue, maître de conférence, avec vous, on va comprendre le pourquoi. Voilà, nous sommes des ingénieurs du social, donc nous intervenons sur la société dans les rapports que les individus et les groupes entretiennent. Donc comme c'est un phénomène social, pour nous, il y a lieu de jeter un regard pour voir les tenants et les aboutissants. Voilà. Alors, pourquoi grossir certaines parties du corps? Nous avons des éléments de reportage à ce sujet. Mais juste avant, qu'est-ce qui vous revient régulièrement, professeur? Pourquoi grossir certaines parties du corps? Les patientes, j'allais dire les patientes, on va dire les patientes parce que la demande elle est plus féminine. Hein. Il y a peu de demande masculine. Donc les patientes, elles vont constater une certaine difformité. Elles ont une certaine image de leur corps qui ne leur plaît pas. Parce qu'il y a des phénomènes sociaux, on se compare aux autres.
Donc parfois, on a tendance à croire que tel modèle est le modèle social actuel, donc tout le monde va vers ce modèle-là. Donc vous entendrez certaines expressions qui sont à la mode actuellement à Abidjan, telles que le BBL, le grossissement des fesses, on en parlera plus tard. Bien sûr. Ça, c'est une demande récurrente qui vient assez souvent. D'accord. Alors, docteur Abicha, en tant que dermatologue, vous intervenez lorsqu'il y a problème ou même s'il n'y a pas problème? Effectivement, on intervient déjà lorsqu'il y a problème parce que ça commence au niveau cutané, au niveau de la peau. Et souvent, même lorsqu'il n'y a pas de problème, on intervient un peu parce qu'il y a une branche de dermatochirurgie aussi où on intervient. D'accord. Alors, vous, Madame Laetitia, dites-nous pourquoi est-ce que les personnes viennent vers vous? En général, les personnes qui viennent vers moi, c'est surtout déjà pour une perte de poids, c'est pas plus pour grossir, c'est parce qu'en fait, elles veulent maigrir, elles veulent rajeunir, ou elles veulent aussi, effectivement, c'est vrai, grossir le fessier, mais avec d'autres méthodes, en fait. Mais je dirais plus, en fait, que c'est parce qu'elles veulent se sentir bien dans leur peau, se sentir acceptées déjà par la société, et s'accepter elles-mêmes, en fait, afin que les autres puissent les accepter. Je pense que c'est plus un phénomène d'appartenance. Elles veulent, vous avez parlé tout à l'heure de phénomènes, justement, Kim Kardashian, toutes les influenceuses, etc. Donc, ce sont des, entre guillemets, des modèles. Et puis, mais sincèrement, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est plus profond. Oui, c'est vraiment plus profond. Monsieur Seïbi Jamal, on a peur de vieillir? Bon, ici, c'est pas trop ce qui met en mouvement, parce que de l'autre côté, on a envie de grossir une partie du corps, et juste à côté de moi, on a envie d'apparaître plus mince. Ça renvoie à l'image sociale qu'on a, c'est-à-dire la façon dont on est perçu dans la société. Vous savez que l'esthétique, pour le sociologue et l'anthropologue, est liée à un besoin de reconnaissance, parce que nous appartenons à une communauté et nous observons à travers le regard que les autres ont sur nous. Et donc, sur cette base-là, on a ce qu'on appelle le modèle idéal typique, c'est-à-dire quel est le modèle de beauté que la société nous inculque. Parce que, en tant que membre de la communauté, on veut toujours, surtout du côté de la femme, on veut miser beaucoup sur le paraître. Donc, se voir à travers le regard des autres, c'est beaucoup plus se rapprocher du modèle culturellement parlant. Donc, le modèle culturellement parlant, ça peut être la femme qui est beaucoup plus en forme ou ça peut être la femme qui est beaucoup plus mince. Et donc, ce modèle-là met en mouvement des pratiques dont nous parlons ici qui vont aller jusqu'à la table de chirurgie pour pouvoir se tailler des parties ou bien en ajouter d'autres à travers des produits et autres, tout ça. Très bien, donc, le débat s'annonce besoin. Fort intéressant. Je vous propose à présent de suivre un élément de reportage. Quelle est la situation en Afrique, en Côte d'Ivoire, sur ce phénomène-là? Et c'est un reportage signé Seydou Ouattara. Signe d'opulence et de beauté, les rondeurs sont un marché porté en Afrique, où les femmes et les hommes mettent leur santé en danger en cherchant coûte que coûte à prendre du poids. Il y a des garçons. En Côte d'Ivoire, elles sont nombreuses ces femmes qui ont envie d'avoir un corps de rêve. Pour y parvenir, elles s'adonnent à l'achat de tout type de produits sans se poser des questions sur les éventuelles conséquences que leur acte pourrait engendrer. Les femmes, et surtout certaines filles, veulent avoir un postérieur et une poitrine bien rebondie, raison pour laquelle elles font usage de certains produits tels que les crèmes dites bio, des boosters. C'est ce qui justifie la présence et la vente discrète sur le marché. Et aussi à l'hyposuction, qui est une intervention de chirurgie esthétique ou plastique permettant de supprimer la graisse profonde dans une ou plusieurs zones du corps. La lipoaspiration, ça consiste à aspirer la graisse. Donc c'est juste pour traiter la surcharge graisseuse. Avec une canule de lipoaspiration qui fait entre 15 et 26 cm. Là où au bout il y a un petit trou, des trous, ça dépend de la canule. Il y a des trous qui sont reliés à un bocal. Là, le bocal, il est là pour retirer la graisse stérilement. Donc le bocal, il est stérile. Vous voyez là la graisse qu'on vient d'aspirer, qui est de bonne couleur.
Et ce bocal, il est relié à une pression négative. La pression négative, ça vient de la machine, la machine de la lipoaspiration. Donc, quand on fait la lipoaspiration, à travers un petit trou, on fait rentrer la canule et on aspire. Avec la pression négative, ça aspire la graisse, donc ça vide la zone qu'on va traiter. Le phénomène n'est pas seulement l'apanage des femmes. Les hommes aussi sont concernés. Complexés par la taille de leur sexe, certains hommes n'hésitent pas à recourir à différents traitements pour allonger les verges. Je travaille avec les produits naturels et les produits de laboratoire pharmaceutique. Et il faut dire que la crème Bazooka, c'est un produit 100% naturel qui allonge et développe le pénis. Bon, pour ceux qui ont des difficultés souvent avec leur partenaire à le satisfaire, je vous dis qu'au bout de 2 semaines, normalement c'est un traitement sur 30 jours. Voilà. Mais c'est un produit spécialement pour le massage. Voilà. On ne boit pas, mais on l'applique à travers le massage. On n'est pas obligé d'être en érection pour le masser. Donc tu peux être sans érection et tu prends la crème, tu mets dans ta peau, mais tu masses comme ton index est déplacé. Donc tu le masses en avant comme ça, matin et soir. Mais ces méthodes sont souvent dangereuses et loin d'être fiables. Injecter toutes sortes de substances pour faire gonfler rapidement les fesses, le sexe, les seins. Bref, le phénomène gagne du terrain sur Internet. Sur les blogs et les forums de discussion, les pages consacrées à cette recette dite miracle ne se comptent plus. On y discute des mérites des vitamines, des antidépresseurs, des corticoïdes, du sirop contre l'asthme et même des hormones de croissance pour animaux. En plus, il y a le fameux bouillon, ingrédient quasi incontournable de la gastronomie africaine. Ce qu'il faut savoir, ils ne sont pas sans effet secondaire sur la santé. Alors, c'est impressionnant ce que l'on vient de voir. Je demande vos réactions à chaud. Docteur Amicha? Merci de me donner la parole. Alors, vraiment, c'est impressionnant de voir qu'on est prêt à jusqu'à mettre en péril sa santé pour pouvoir avoir certains résultats. Certains résultats même qui, d'autant plus, sont éphémères souvent. Donc, je suis déjà sous le choc. Et puis, bon, on va en débattre tout à l'heure. D'accord, très bien. Alors, professeur Yeo, je vous voyais en train de hocher la tête. Vous êtes navré de voir jusqu'où on est prêt à aller? Oui, un peu comme le docteur Amicha, je veux dire, je suis un peu sous le choc parce qu'il y a des méthodes qui sont éprouvées et il y a des méthodes dont l'utilité, dont la preuve scientifique n'est pas apportée et ces méthodes-là sont utilisées sur le marché. Ça nous met un peu mal à l'aise pour en parler parce que pour parler des méthodes thérapeutiques, des méthodes de soins, donc il faut connaître comment ça marche. Alors que dans le film tout à l'heure, j'ai vu des produits qui ressemblent même à de la vaseline, c'est-à-dire des corps gras. Donc j'ai du mal à comprendre comment cela pourrait augmenter le volume des fesses ou bien des seins. Alors qu'il y a des méthodes, que ce soit des méthodes de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique, parce que c'est deux choses différentes, la médecine esthétique et la chirurgie esthétique. Mais en chirurgie esthétique, il existe bon nombre de méthodes dont on va parler. On a vu une partie dans le film avec la lipoaspiration, qui est la première étape, qui consiste donc à prélever la graisse. Mais la seconde étape consiste donc à la purifier et à la réinjecter chez les patients pour donner des résultats assez optimaux. Parce que la graisse, c'est une matière naturelle, elle vient de l'individu. Donc on parle de réinjection de graisse autologue. Donc il n'y a pas de phénomène de rejet, puisqu'elle vient de l'individu lui-même. Donc à partir du moment où la graisse prend, elle subit la vie de la graisse qu'il y a dans toutes les parties du corps. Donc avec ces méthodes qui sont éprouvées depuis plus de 30 ans maintenant, donc j'ai du mal à croire qu'on s'adonne parfois à ce genre de choses sans trop savoir. Parce que quand on ne connaît pas une molécule, on ne sait pas quelles sont ses actions dans l'organisme. C'est un peu dangereux de s'adonner à ce genre de pratiques. Donc je suis un peu... Vous êtes un peu dubitatif. D'accord. Madame Etienne Laetitia, alors dites-nous, ce sont des personnes africaines en général, il y a des Européennes qui viennent. Quelle est la cible qui se déplace pour avoir recours à de la médecine esthétique? Tout le monde. J'ai autant de caucasiennes, donc de femmes blanches, que de femmes noires, en fait, que de libanaises. Mais vraiment tout le monde. C'est un phénomène de société. Oui.
Et juste pour vous dire, en fait, j'ai fait pas mal de formations au Brésil. Et je dirais qu'au Brésil, en Amérique latine, le phénomène il est encore beaucoup plus avancé et plus prononcé en fait qu'ici en Afrique. Là, en fait, on voit justement des produits sur le marché. Je pense que c'est une question de coût aussi, vous savez, et d'ignorance. Donc tout le monde veut ressembler, en fait, ressembler à son modèle, mais tout le monde ne peut pas se payer justement le coût d'une chirurgie esthétique ou bien de la médecine esthétique. Oui. Donc, ils font avec les moyens de bord. Effectivement, c'est très dangereux. Donc, c'est, je pense, là, vraiment une question d'ignorance, en fait. D'ignorance, d'accord. Oui. Alors, mais je retiens également que c'est tout le monde, toutes les femmes aujourd'hui, Oui. quelle que soit la culture d'origine, quelle Oui. que soit l'origine, toutes ces femmes-là, c'est-à-dire les femmes européennes aujourd'hui, cherchent à avoir des courbes. Tout à fait. Donc, ça veut dire que le phénomène n'est plus ivoirien ou africain. Monsieur Seibi. Non. Bon, déjà, dans l'élément, j'observe que le masculin et le féminin s'orientent selon deux objectifs. La femme veut paraître et c'est pour cela qu'elle mise vraiment sur l'esthétique de son corps, la partie visible en fait. La partie visible, et c'est pour cela qu'elles font des injections, des chirurgies et tout ça. Et vous avez vu, pour les hommes, quand on veut donner du volume au sexe, c'est la puissance, la virilité que l'homme recherche. Donc, les deux sont dans des registres différents et c'est pour cela que la femme est beaucoup plus présente sur son corps, en train de lui donner des formes ou de réduire des formes pour que sa silhouette convienne justement en lien avec le modèle culturel qui lui a été inculqué par la société. Parce que, en réalité, ce que nous pensons, notre individualité, c'est le social qui rentre en nous. Donc, par rapport au groupe auquel vous appartenez, vous pouvez être beaucoup plus prompte à aller vers les silhouettes beaucoup plus en forme, plus imposantes, ou bien vers des formes plus affinées. Donc, c'est en fonction des contextes culturels. Alors, dans ce qui se passe, ça met, on va dire, dans la balance qu'on nous appelle la conscience sanitaire. Parce que le plus important, c'est l'identité du groupe que l'individu recherche à travers toutes ces pratiques-là. Mais on essaie de réduire les risques en fonction de son niveau de savoir, du risque perçu ou du risque qu'on a par anticipation. Donc, aller prendre des produits sur le marché sans même se donner les moyens de vérification, sans la preuve scientifique, comme le professeur disait tout à l'heure, ça relève du niveau de savoir général de chaque individu. Et donc, le risque, lui, il ne sait pas qu'il prend le risque. Et c'est pour cela que ces genres de plateaux sont intéressants, parce que la science a pour vocation d'éveiller, d'attirer l'attention. Et chacun, en connaissance de cause, on va dire, prend le risque. En s'apprêtant à Mais payer. déjà, vous n'êtes pas surpris que les femmes européennes, les femmes libanaises soient aujourd'hui attirées par des rondeurs qu'on attribuait aux femmes africaines? Et oui, j'ai dit ici que l'être humain est un produit culturel. Donc c'est la culture qui s'exprime. Ce n'est pas le milieu, mais à quel référent idéologique culturel on est abonné. Voilà, on peut être en plein Paris et puis à l'hôpital avoir dans ses affaires personnelles, on va dire, des pots à lavement et tout ça. Et ça ne va pas surprendre le médecin. Parce que lui, il soigne le corps. Or, le corps qui arrive devant lui, c'est un produit culturel. C'est toute une histoire. Et toute la tradition, tout le vécu que la personne draine, l'amène à avoir une vision du monde, une vision des choses, une vision de son corps. Et ça l'amène parfois à prendre des risques. Mais les risques qu'il prend ici, comme je l'ai dit, c'est lié à son degré de savoir, à son niveau de connaissance générale. Donc ici, c'est le lieu vraiment d'attirer l'attention des uns et des autres, parce que le facteur économique est parfois avancé comme ce qui avilit, ce qui handicape, mais on dépense parfois plus sur le marché noir en laissant la route des structures officielles qui ont des moyens. Voilà. Alors, en parlant de marché noir, est-ce que, selon vous, dès qu'on parle de marché, on parle de marché noir? Je m'explique. Rentrer dans une boutique et puis demander « Madame, bonsoir, je veux faire grossir les fesses. Qu'est-ce que vous avez ?» Prenez ça, vous allez voir le ventre rentre et puis les fesses sortent. Alors, vous entendez déjà des fois ce genre de discours, docteur? Effectivement, on entend très souvent ce genre de discours, mais je me pose la question, quel est ce produit qui connaît l'anatomie de l'homme, qui sait où faire rentrer et où faire sortir?
Vous voyez, c'est discordant. C'est discordant. Peut-être quelqu'un peut utiliser et par chance, je ne sais pas, ou par hasard, peut avoir une sensation de satisfaction et penser que c'est effectivement ce produit. Sinon, il n'y a pas de produit qui peut faire en même temps 2 actions contradictoires. Donc, scientifiquement, vous, en tant que spécialiste, vous nous dites que ce n'est pas possible d'avaler des gélules qui ont la faculté de faire rentrer le ventre et sortir les fesses. Effectivement. La science n'est pas arrivée à ce stade. Si je peux rebondir à ce Je vous en niveau, prie, professeur. je ne vois pas comment une pilule avalée viendrait faire une sorte de lipoaspiration interne et aller redistribuer la graisse sur d'autres territoires. Donc, conceptuellement, ça ne se conçoit même pas, ça ne s'imagine même pas. Mais en fait, ceux qui font ce genre de publicité, ce n'est pas une révélation que je vous fais, ceux qui vendent ce genre de produits, eux-mêmes n'ont pas recours à ces produits. Moi-même, j'ai eu dernièrement affaire à une dame qui est venue me voir, il y a peut-être 2 mois, 3 mois. Elle m'a dit, pour booster son commerce, écoutez bien, pour booster son commerce de produits grossissant les fesses, il fallait que moi, je lui fasse le BBL, ce qu'on appelle le Brazilian Buttock Lift, ce qui est à la mode maintenant, qui n'est autre chose que le lipomodelage des fesses, c'est-à-dire qu'on prélève la graisse sur les autres parties du corps et qu'on réinjecte dans les fesses pour les faire grossir, pour leur donner un meilleur galbe. Et elle m'a poursuivi, elle m'a demandé de lui faire cette chirurgie parce que ça va aider à faire décoller ses chiffres. Donc, vous nous dites que la dame qui vend ce genre de produit de fausse publicité vous demande en chirurgie de le faire pour crédibiliser ses ventes. Vous voyez combien de fois les gens, j'allais dire entre guillemets pervers, mais parce que ça malheureusement trompe une partie de la population. Donc, je pense que ce genre d'émission permet de rectifier un tant soit peu certaines choses. Donc, déjà, nous, on a compris que ce n'est pas possible d'avaler des gélules qui font rentrer le ventre et sortir. Moi, je veux bien qu'on vienne m'exposer le mécanisme. Là, en ce moment, je crois, parce qu'à la fac de médecine, quand on vous fait un cours, on fait un cours sur, par exemple, le palu, on vous dit quel est le cycle du parasite, quand vous prenez telle molécule, à tel moment et à tel niveau du cycle, du parasite, c'est là que ça agit. Donc, un tel médicament dont on ne nous dit même pas le mécanisme d'action, pour un médecin, c'est un peu difficile de croire. Mais bon, comme je n'ai pas les preuves, je les laisse à leur supputation. Mais pour le moment... Il y a une autre méthode qui est donc des suppositoires à base de cubes culinaires. Les cubes magiques, je prolonge dans ce sens. Culinaires, parce que... Oui, excusez-moi du terme, mais il y en a qui vont jusqu'à faire des injections avec. Des injections. Dans les fesses. Et on en a même vu des patientes qui sont venues nous voir. Vous retrouvez cette espèce de masses qui sont dures, qui sont jaunâtres. Vous ne savez pas trop bien à quoi ça correspond. Et puis, elles vous disent, vous faites des examens avant d'opérer, vous allez enlever ces masses. Elles vous disent, non, c'est quand j'étais petite, j'ai fait des injections de Kinimax, mais tout le monde en a fait, mais on n'a pas ces concrétions dans les fesses. Donc, vous voyez jusqu'où ça va, par des injections de ces cubes culinaires-là. Malheureusement, qui ne donnent pas le résultat escompté, puisqu'en fait, quand ça va vous donner ces complications et qu'on sera obligé de vous opérer pour les enlever, ça crée un défect plus gros dans la fesse que ça ne vous a grossi les fesses. Ah, mais des fois même, la fesse est... Oui, elle est déformée, puisque c'est quelque chose qui est dû comme une pierre. Hein. Oui, donc on est obligé d'enlever, puisque ça leur fait mal. Parfois, c'est les 2 fesses. Hein. Moi, j'ai eu à opérer 2, 3 dames comme ça. Mais elles ne vont jamais vous avouer ce qui a été fait dans la réalité. Alors, on nous parle également de pommades à base de plantes naturelles, de plantes africaines qui auraient la capacité de faire grossir certaines parties du corps. Parce que quand on vient vous voir en médecine esthétique, est-ce qu'on vous en parle? Écoutez, une fois, on m'a demandé est-ce que je n'avais pas de pommade. Donc, clairement, je dis non, en fait. Mais par contre, je ne pourrais pas me prononcer par rapport à ça. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, en fait. Il faudrait savoir aussi que la culture africaine est mystérieuse, en fait, avec tout ce qui est des médicaments contre le palu, des plantes à boire, etc. Je ne pense pas qu'une pommade puisse justement faire perdre du poids. Et je ne pense pas. Mais comme je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer en fait par rapport à ça. Parce que c'est possible, on ne peut pas savoir, c'est possible en fait effectivement que ça puisse fonctionner. Mais pas à En ce qui concerne la pommade. Oui, en ce qui concerne la pommade. C'est possible. Donc
comme on n'a pas de preuves scientifiques, en fait, personnellement, je ne peux pas dire que ça fonctionne ou pas. Alors, dites-moi, quelle est la tranche d'âge des femmes qui viennent à vous parce qu'elles ont ce besoin, elles ressentent ce besoin de transformer ou d'améliorer leur apparence physique? Bon, en ce qui nous concerne en chirurgie esthétique, moi, on voit des patients même de 18 ans à 55 ans, à 60 ans, qui viennent pour diverses raisons. Donc, mais nous, on ne va pas opérer des jeunes adolescentes parce qu'on considère qu'elles ne sont pas encore suffisamment responsables elles-mêmes de leur corps. Donc, on prendra en général qu'à partir de 18 ans, 20 ans. 18, 20 ans. D'accord. Alors, vous, est-ce que vous êtes une alternative également en tant que dermatologue? Est-ce que vous avez la capacité de modifier le corps? Effectivement, on a la capacité de modifier le corps parce qu'il y a une branche de la dermatologie qui est la dermatochirurgie. On rejoint un tant soit peu la chirurgie plastique, mais à un moindre degré, au fait. À un moindre degré. On peut aussi faire les liposuctions, on peut faire aussi certaines techniques de dermatochirurgie, mais c'est un peu la spécialité de justement chirurgie plastique qu'on fait. Mais à quoi ça correspond? Qu'est-ce que vous faites? Comme on a vu dans la vidéo, on peut... La liposuction comme ça, déplacée? Oui. On fait aussi la liposuction, on fait aussi le galbage des fesses, le remodelage des fesses et tout ça. Le remodelage des fesses, on va aspirer la graisse d'une partie du corps, ça peut être au niveau de l'abdomen et autres. Et on va la réinjecter au niveau souvent des fessiers. Au niveau des seins, généralement, au niveau des seins, c'est indiqué pour des personnes qui ont subi des mastectomies. Voilà, l'ablation du sein. Voilà, l'ablation du sein en termes simples, peut-être dû à un cancer et autres. Alors, lorsque on infiltre ces cellules graisseuses, ça permet justement de développer la graisse et d'améliorer un tant soit peu le côté esthétique. Mais on le fait justement parce qu'il y a eu une cause, une conséquence non voulue médicale, au fait. Voilà, c'est strictement dans le cadre médical. Et c'est malheureux de voir des personnes abuser peut-être de ça pour en faire d'autres choses. Alors, M. Seibi, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui en font une priorité aujourd'hui et contextuellement, vous le justifiez? Bon, d'abord, j'ai dit tout à l'heure, au début, tout était basé sur le modèle culturel. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux facteurs à prendre en compte parce que nous sommes en plein cœur à l'ère du numérique où on essaie, pour des besoins de marketing, vendre des images que les gens n'avaient pas dans leur culture, mais cette fascination, cette pression des médias sur eux transforme leur vision du monde et fait même qu'ils rejettent leur corps et ils vont maintenant sur le marché pour prendre ce qui peut, on va dire, les réhabiliter pour qu'eux-mêmes ils s'acceptent. C'est dans ce cadre-là qu'on se retrouve être pris dans tous les pièges où je disais, parce que celui qui vend un produit, il est dans une démarche de marketing. Il veut séduire celui qui est à la recherche d'une réponse. Et lui, il n'a pas besoin de donner la preuve scientifique, parce que nous sommes dans un contexte africain en général. Il n'a pas besoin de donner la preuve scientifique. Il a juste, comme le professeur l'a dit, que regarde mon corps. Si tu veux paraître désormais comme moi, tu n'as qu'à prendre le produit. Il n'y a pas de discours. Or, comme il a dit là, ce qui est derrière tout ça, c'est une forme de machiavélisme. C'est-à-dire, on utilise d'autres moyens, éprouver la science, on refait son corps et on dit, pour des besoins économiques, que c'est ce produit, c'est la puissance du produit qui a fait que moi, je suis devenu comme ça. Donc, on est dans une sorte de... dans un contrat de dupe, quoi. Oui, donc, le client, il ne demande pas de preuves, il prend, il s'en va. Et à un moment donné, il est dépendant de ces produits, pas parce qu'il a des résultats, mais il se dit, en prenant plus, le résultat sera apporté demain et ça va encore aggraver son problème de santé. Et à un moment donné, on se retrouve. Et comme la trajectoire thérapeutique là, est sinusoïdale, alambiquée, il ne sait plus d'où il est parti. Donc, quand il arrive, il a deux possibilités. Il se tait sur tout ce qui s'est passé. Le médecin, très souvent, il soigne le discours. Il soigne le discours. Donc, on ne l'aide pas.
Donc lui, il est obligé peut-être de procéder par ablation, couper ce qui ne va pas. Sinon, ça aurait pu les aider à faire des analyses profondes sur tout ça et peut-être remonter et produire des discours, surtout allant dans le sens de la sensibilisation. D'accord. Donc, on parle de sensibilisation, mais on a bien compris qu'il y a cette volonté de plaire, mais il y a sûrement d'autres motivations. Les personnes qui viennent à vous, c'est des fois pour des raisons de santé, elles ont peut-être la poitrine trop importante, et puis elles ont des maux de dos. Qu'est-ce qui revient de manière récurrente? Bon, il y a cet aspect thérapeutique qui revient, par exemple, dans les hypertrophies mammaires. Mais dans nos sociétés, bien que les gros seins soient valorisés, je pense que la plupart des gens ignorent que ça entraîne des troubles à type de douleurs dans le dos, ou bien même ça déforme parfois le rachis sur certaines dames, ou bien entraîne des luxations. Qu'est-ce que c'est? La colonne dorsale. Ou bien entraîne même des luxations au niveau de l'épaule parfois. On a souvent eu... Les luxations, ce sont des douleurs? Non, c'est une perte des rapports dans une surface articulaire. Donc, par exemple, au niveau de la clavicule et au niveau de l'omoplate, il y a parfois des pertes de rapports. Parce que comme la femme, elle porte les soutiens-gorge, les bretelles, avec le poids, ça a tendance à faire descendre la clavicule. Et donc, il y a parfois des luxations. Donc, il y a ces patientes qui ont des gros seins, des symptômes qui peuvent survenir, effectivement, comme les douleurs dans le dos ou bien en haut du dos. Et donc, dans ces conditions, on est plus dans un schéma thérapeutique, pas seulement de l'esthétique, parce que quand vous enlevez 4 kilos de seins à une femme, on n'est pas seulement dans le confort, on n'est pas seulement dans l'esthétique, je pense qu'on est dans le thérapeutique, parce que ça la soulage énormément de ses douleurs et puis elle peut vaquer aisément à ses préoccupations. D'accord. Voilà. Alors, madame, vous me disiez qu'il y a des personnes qui se déplacent parce que aujourd'hui, le corps, au-delà de se plaire, on aurait besoin de plaire et des fois de manière commerciale aux hommes. Tout à fait. Expliquez-nous ça. Donc, bon, mon expérience, elle se base beaucoup plus au Brésil, hein, comme je l'ai expliqué. Il faudrait savoir, en fait, que pour certaines personnes, leur corps, c'est vraiment leur gagne-pain, en fait. Même pour leur sécurité, il faut, en fait, sortir avec la personne la plus puissante de la cité ou la personne la plus influente. Et en général, ces personnes-là, en fait, vous savez, elles regardent plus, l'homme est visuel. Visuel. Parce que l'homme est très visuel, en fait. Nous, les femmes, on est dans l'émotion, en fait. Donc, en général, ces hommes-là, ils n'attendent pas qu'elles soient intelligentes, mais qu'elles soient belles. Et c'est un phénomène de société, malheureusement. Et elles le savent. Donc, en fait, elles investissent énormément d'argent dans leur corps. Parce que quand on voit, en fait, elle se dit, quand on regarde autour d'elle, on va voir, entre guillemets, des femmes de footballeurs. Ce sont toujours des femmes avec des seins refaits, une petite taille, des grosses fesses, enfin toujours, on se comprend. Quand on voit, entre guillemets, la femme de telle ou de telle, donc en fait, elles se disent dans leur tête que si je veux aussi avoir cette sécurité, moi je parle plus de sécurité pour elles, ben dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Je vais investir dans mon corps pour justement qu'on puisse me regarder et me sécuriser. D'accord. Donc, et je pense que ce phénomène-là, il est aussi en Afrique. Hein, parce que ben, si on regarde bien, la majorité des femmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde vient pour se faire grossir les fesses. Parce qu'on sait que les hommes aiment, l'homme africain aime les femmes avec des grosses fesses. Donc ces femmes-là, en fait, elles veulent séduire. Elles le font aussi pour séduire les hommes, parce que quand elles vont voir, par exemple, une influenceuse connue ou bien des influenceuses connues, aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux, elles vont se dire, ben, elles ont, entre guillemets, le modèle. la notoriété, elles ont de l'argent, elles ont des voitures, il y a des hommes qui les regardent, donc moi aussi, j'ai envie d'être comme elles. Voilà, donc elles ne se disent pas que... Est-ce que ce n'est pas dangereux, justement, avec cette exposition aux réseaux sociaux, que les nouveaux critères de séduction soient aussi cette caricature de la femme? Oui, parce que là, c'est la télé-réalité qui commande tout aujourd'hui. Et l'Afrique est l'un des espaces les plus mondialisés au monde. C'est-à-dire, nos pratiques anciennes sont bousculées et sont réorganisées autour
des médias, autour des médias. Donc, il y a une sorte de dépersonnalisation culturelle. Et cette sorte de dépersonnalisation culturelle de l'homme africain l'expose à tous les vents. Et le malheur ici, c'est que l'expérience qu'on fait de ces pratiques-là vous amène ou vous rapproche beaucoup plus du cimetière que ailleurs. Et comme en allant au cimetière, on ne revient pas pour partager son expérience, chacun y va en fermant les yeux, en fermant les oreilles et en se disant... et quand le risque devient assez grave, on devient très croyant. On devient très croyant et donc on oscille maintenant entre les synagogues, la mosquée ou l'église et puis l'hôpital et on est en train de demander de l'aide à tout le monde alors qu'il y a quelques années, on avait une belle silhouette qui était vendue sur les réseaux sociaux qui faisait vraiment couler beaucoup de salive et tout ça. Donc c'est vraiment une sorte de prise d'otage, on va dire, de l'Africain qui n'a pas suffisamment de ressort dans ce que Marc Louane appelle le village planétaire. Donc ici, c'est le lieu d'appeler à la prise de conscience parce que le corps lui-même s'entretient et le temps a un effet corrosif sur le corps. Donc il faut d'abord accepter que le corps même a un cycle normal et en évoluant, doit flétrir comme une plante, mais c'est quand on ne veut pas. C'est quand on ne veut pas qu'on essaie de fabriquer, non pas en respectant les règles de la médecine, mais en se fabriquant un nouveau corps ou des procédés qui font comme si on arrêtait le temps. Mais quand on arrête le temps, les conséquences, c'est peut-être pour vous engloutir vous-même. Donc, c'est le fait que la culture dépérisse là, qui pour moi, sociologue ou anthropologue, est un risque aggravé. Est un risque aggravé parce que, je l'ai dit, l'esthétique, le besoin de reconnaissance ici était déjà un facteur culturel. Mais la nouvelle culture dans laquelle nous sommes, que ce soit le médecin, le sociologue, les esthéticiens et autour de tout, on n'en maîtrise pas les contours parce que c'est un phénomène nouveau, mais qui va chercher dans tous les sens. C'est comme quelqu'un qui a bu assez et qui atteint un degré, on va dire, d'énivrance, qui fait qu'il ne maîtrise plus rien. Alors, donc, notre sociologue dit quelque chose d'inquiétant. Lorsqu'on ne va pas vers les bonnes personnes, il y a la mort là-dedans? Malheureusement. Il y a la mort? Oui, malheureusement, parce que je pense que pour tout acte, c'est comme tout acte thérapeutique ou bien tout acte de la vie, il faut aller vers celui qui en a la compétence et qui a reçu la formation pour... je prends toujours à mes patientes l'exemple, quand vous voulez construire une maison, vous allez voir un architecte. Vous n'allez pas voir un menuisier pour construire votre maison. Donc, je vais dire, il faut aller vers le plasticien, le chirurgien plasticien ou bien celui qui fait la médecine esthétique. Il va vous donner des informations adéquates et puis, s'il faut, vous pourrez aller contacter une deuxième personne ou bien prendre un troisième avis pour se faire sa propre opinion. D'accord. Parce que, malheureusement, chez nous, on a trop tendance à avoir une confiance béate dans les individus, alors qu'ailleurs, il y a un peu plus d'esprit critique. Parce que ces méthodes qui aujourd'hui sont éprouvées, qu'on utilise beaucoup, la chirurgie esthétique est beaucoup développée au Brésil parce qu'ils ont développé la chirurgie des stars. L'un des chirurgiens les plus connus au monde, c'est Ivo Pitangui, c'est un Brésilien. Sa fille elle-même, elle est devenue chirurgienne plasticienne. Mais ils ont mis au point même certaines techniques qui ont eu du mal à être acceptées aux États-Unis. L'histoire du BBL, si on vous la raconte, vous n'allez pas croire. Pourtant, c'est une histoire qui date de 1995, il n'y a pas trop longtemps. Quand Toledo, un Brésilien, a mis au point cette technique, il a présenté ça à un congrès américain, je crois en Louisiane, mais les Américains l'ont démonté parce que pour eux, la preuve n'était pas faite de l'efficacité de la chose. Il est allé, il est retourné chez lui, il a retravaillé sa science, il est revenu, il a fait une démonstration à l'Université de Caroline du Sud en 1995, et c'est comme ça que les Américains ont été acquis. Donc je veux dire, en toute chose, il faut que nous mettions en branle notre esprit critique pour voir sérieux le vrai du faux. Parce que malheureusement, beaucoup d'individus se laissent vendre des illusions sur tel ou tel produit. Même par exemple ceux qui font le tourisme médical dans les pays d'Afrique du Nord ou bien en Asie, pour ne pas citer de pays, vous vous rendez compte que parfois sur les sites de ces plasticiens, on vend beaucoup d'illusions. On dit pour tel type de malformation que vous avez, voilà la solution qui est proposée. Et puis le patient ou bien la patiente, au sortir du bloc, ce n'est pas ce qui avait été promis qui a été fait. Il y a des patients, on leur dit,
bon, pour votre ventre, on va vous faire une lipoaspiration simple. Oui. Mais quand vous regardez vous-même le tableau, parce que une décision médicale, elle résulte d'un processus. C'est-à-dire que vous allez interroger un patient, vous allez l'examiner, et puis en fonction des acquis de la science, vous savez à tel type de patient, vous devez appliquer tel type de traitement. Oui. On n'applique pas un traitement identique à tous les patients. Tous les patients, oui. Donc les patients, ils arrivent, on leur vend ça sur Internet, ils arrivent, ils se réveillent, ils ont un autre traitement. Donc moi, je pense qu'il faut avoir un discours franc ou bien une conversation avec les praticiens qui s'en occupent. Et sur place, il y a des gens compétents qui ont été formés pour... Ils vont vous donner les informations qu'il faut et puis à vous de faire votre choix. Alors, nous avons un autre élément de reportage à vous proposer. Alors, quel impact pour la santé d'engrossir certaines parties du corps? Voyons voir, nous avons quelques témoignages et nous en discuterons ici sur notre plateau. C'est un reportage de Seydou Ouattara. Grossir les parties du corps est un phénomène inquiétant. C'est le cas de Kadi. La quarantaine est révolue, mère de 3 enfants, souffrant d'une obésité aiguë. Elle a du mal à franchir le portail. Une déformation survenue après avoir pris des sirops, des massages et des comprimés pour grossir les fesses. Quand je suis allée à Gamé, les femmes m'ont proposé les 3 médicaments. Elles m'ont proposé premièrement le sirop, ça n'a pas marché. Elles m'ont proposé le massage, ça n'a pas marché. Troisième fois, c'est les comprimés. Elles m'ont donné, puis ça a marché. Sur le comprimé que les femmes m'ont proposé. Donc j'ai pris les comprimés au moins 2 à 3 mois de constatation que j'ai commencé à grossir. Mais la forme que je voulais, je n'ai pas pu avoir. Au départ, j'étais baisse, mais c'est les comprimés que j'ai pris. Ça m'a fait grossir. Aujourd'hui, je regrette. Ces pilules, sirop, huile, crème, massage et suppositoires censés faire prendre du poids sont devenus un véritable problème de santé publique porté par l'essor du commerce en ligne. Dans ce magasin de beauté, situé dans la commune d'Abobo, Hassana conseille à ses clientes le beurre de karité. Je suis contre les femmes qui utilisent les médicaments pour grossir les fesses, les seins, tout ça. Parce que ce n'est pas normal en fait. Être naturel, c'est bon. Si ton mari veut t'aimer, il va t'aimer comme tu es. Parce qu'il ne faut pas utiliser les trucs. Après, il y a effet secondaire dedans. Ce n'est pas bien en tout cas. Souvent, on leur conseille à être naturel. Il faut prendre du beurre de karité. Parce que pour prendre les produits, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Parce que ce n'est pas bien. Si tu es naturel, c'est bon quoi. Moi, je préfère dire ça. Il y a les bons secrets à dire. Sur la base d'un tel constat, l'on se pose la question de savoir les risques sanitaires liés à cette pratique. Après cet élément-là, on comprend bien, et puis on l'a développé sur le plateau ici, le côté dangereux d'absorber n'importe quoi. Mais le beurre de karité, est-ce que le beurre de karité pourrait avoir cette capacité de grossir certaines parties du corps? Qu'est-ce que vous en savez? Je ne pense pas. D'accord. Vous ne pensez pas? Non. Moi, je demande à avoir des preuves scientifiques, sinon D'accord. je ne crois pas. Docteur Amichel? D'accord. Avec le beurre de karité, on a découvert des propriétés raffermissantes, mais à long terme. Et de toute façon, le beurre de karité, c'est du corps gras, c'est de la graisse. Le gras peut faire augmenter légèrement, très très légèrement, parce que c'est de la graisse. Une proportion de Voilà. quoi? 1-3%? Oh, à peine 1%. Donc, c'est même pas visible, en fait. Voilà, à peine 1% en fait. Mais c'est vraiment dans la durée, au fait, dans la durée. Le beurre de karité, c'est naturel, ça se mange, ça s'utilise. C'est vraiment naturel. C'est naturel, mais ce n'est pas la solution miracle. Pour Voilà, avoir justement, postérieur, en 2 semaines, on ne peut pas dire qu'on a utilisé du beurre de karité et avoir cette grosseur, ce n'est pas possible. Il y a forcément une substance inconnue qui a été mélangée dans la pente. Juste si Je vous en prie, allez-y. Il faudrait savoir en fait déjà que le corps, la peau en fait, elle est imperméable en fait. Donc tout ce qu'on utilise sur la peau comme crème pour le visage, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Tous les produits qu'on utilise, les crèmes pour le visage, on parle en fait de routine sur le long terme. Parce que déjà en général, en fait, il y a 1% de la matière qui est absorbée par la peau parce qu'on transpire. Donc tout ce qu'on utilise en fait sur le visage, il n'y a vraiment que 1%. Et on parle aussi de molécules en fait qui sont parfois trop grosses justement pour pénétrer l'épiderme. Donc je pense que ça va juste en fait résoudre la question.
Est-ce que le beurre de karité peut faire grossir les fesses en peu de temps? Déjà, non, parce que si on va sur le fait scientifique, en se disant justement que on parle de routine, donc si c'est à peu près 1% de la matière qui est absorbée, ben déjà, il faudrait compter au moins 3 mois pour pouvoir avoir des résultats. Et là, je parle de crème pour le visage, en fait. Je ne parle pas de beurre de karité. Mais si on va, en fait, dans le même principe, il serait logique, en fait, que ça ne fonctionne pas. Très bien. Je voulais réagir surtout sur l'élément où la dame est devenue obèse des suites de ses pratiques. C'est ça, c'est toute la différence avec le fait d'aller voir un praticien qui s'y connaît et d'aller dans un marché. La preuve, quand on nous disait qu'il y avait des médicaments qui pouvaient faire grossir les fesses, vous avez vu que ça n'a pas fait que grossir les fesses. Oui. Puisque, elle a pris de l'embonpoint de partout. Voilà, elle a grossi. Et de la même manière qu'elle a la graisse au niveau des fesses, elle en a dans son ventre, elle en a sur le cœur. Donc vous verrez qu'elle est beaucoup épuisée lorsqu'elle marche. C'est tout l'intérêt d'aller voir un bon praticien. Par exemple, en chirurgie esthétique, ce genre de patientes, vous allez les faire rentrer dans un cadre qui améliore d'abord leur cadre de santé globale. Parce qu'un individu, c'est un tout. Quand quelqu'un vient vous voir, vous n'allez pas vous contenter que de faire grossir les fesses ou de faire grossir les seins. Il faut l'intégrer dans un cadre global où lui-même se sent bien. Par exemple, cette dame, elle est obèse, elle a une fatigabilité, elle s'épuise facilement. Donc, vous allez l'envoyer voir des endocrinologues, ceux qui s'occupent des hormones dans le corps, ou bien un chirurgien bariatre qui va voir si on peut l'opérer pour l'amener dans des proportions raisonnables, qui soient compatibles avec une vie. Parce que quand on est obèse, on augmente le risque de maladie. Or, elle serait venue voir un chirurgien plasticien, par exemple, pour augmenter le volume des fesses. On n'aurait pas abouti à une telle chose. Il y a une histoire de coût aussi. Mais déjà, vous allez vous dire. Mais le coût, ça ne doit pas être que limitatif. La preuve, c'est qu'elle va vivre. Oui, c'est Je pire. pense que ça va lui coûter plus cher que la chirurgie esthétique. Voilà. La santé n'a pas de prix. Ça a un coût, c'est tout. Alors, dites-moi, je crois qu'on en vient là au cœur donc, de notre débat. La chirurgie esthétique, plastique, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'en venant vous voir, je peux changer le nez, je peux changer les pommettes, je peux refaire la poitrine, je peux avoir un ventre plat avec des plaquettes de chocolat, je peux avoir un fessier rebondi, je peux avoir une taille de guêpe, je peux avoir des jambes de mannequin? Tout ça, c'est possible, mais à condition, comme je vais revenir dessus, c'est toujours de poser la bonne indication. Comme en médecine, il existe plusieurs méthodes, mais il faudra choisir chacune des méthodes qui s'adapte bien à un cas particulier. Il n'y a pas de méthode toute faite qui s'applique à tout le monde. Ça n'existe pas en médecine. Donc, c'est au chirurgien plasticien qui examine son patient ou sa patiente en fonction de son contexte de vie, de ses activités, de ses désirs, des motivations. Parce que quand les patients ont des ambitions démesurées, il y a des patientes qui viennent nous... La plupart du temps, quand elles viennent vous voir, elles ont déjà des photos. Elles viennent avec des photos, soit tirées, soit imprimées, soit dans leur smartphone, qu'elles vous montrent. Mais quand vous examinez la patiente, moi j'ai reçu une dame, elle veut qu'on grossisse ses fesses, mais la photo qu'elle me sort, avec sa réserve de graisse qu'elle a, ce n'est vraiment pas compatible. Il n'y a même pas de réserve de graisse. Moi-même, j'avais certainement plus de graisse qu'elle. Donc, je lui dis, madame... Il y a les prothèses aussi. Voilà, il y a les prothèses. Donc, ça a dit qu'il faut poser la bonne indication et puis tenir le discours de vérité à la patiente. Vous lui dites ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Parfois, dans certains types de personnages aussi, on a recours au psychologue parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Parce qu'une patiente dont vous n'avez pas bien maîtrisé les véritables motivations ne sera jamais satisfait et ça, il va vous poursuivre tout le temps. Donc, quand vous avez un doute sur la motivation de la personne, moi j'ai des amis psychologues ou psychiatres, j'envoie la patiente voir ces psychologues. Mais ailleurs, on peut faire consulter chez un psychiatre, mais chez nous, quand vous dites à un patient d'aller voir un psychiatre, c'est un peu péjoratif. Alors qu'en fait, nous, lui, il est plus qualifié que moi pour saisir la personnalité d'un individu. Donc, quand on saisit la personnalité, on saisit les véritables motivations et on peut ainsi répondre à ce qu'il souhaite. Parce que si cela, vous ne l'avez pas fait, la personne ne sera jamais satisfaite. Alors, quand on parle de chirurgie esthétique, on parle forcément d'opération,
Oui. On parle forcément d'anesthésie générale. Non, pas forcément d'anesthésie générale. Il y a certains actes qui peuvent se faire sous anesthésie locale. Par exemple, quand vous opérez les paupières de quelqu'un, par exemple des paupières qui tombent, ou bien vous avez un regard qui paraît fatigué, on peut le faire sous anesthésie locale. Alors, le regard fatigué, vous faites quoi pour réveiller le regard fatigué? Oui, on peut faire les blépharoplasties, c'est-à-dire la chirurgie des paupières pour faire un lifting qui va enlever l'excédent de peau. Donc on peut avoir des yeux tirés de biche. Voilà. Par exemple. Voilà. C'est bon à savoir. Voilà. Ce n'est pas une anesthésie générale. Non, ça se fait couramment. La poitrine, ça fait partie des chirurgies les plus demandées. Voilà, la poitrine. Qu'est-ce que vous faites? Grosso modo, ça se fait sous anesthésie générale, mais ailleurs, on peut la faire sous... non, pas sous anesthésie. Bon, on dit anesthésie locale profonde, éveillée, ou bien certains types de thérapies modernes qu'ils utilisent, les gens restent éveillés. Mais grosso modo, par exemple, pour réduire le volume des seins, ou bien augmenter par la graisse, ou bien par les implants, on va faire une anesthésie générale qui relâche l'individu, et puis on opère sereinement la personne, quoi. Voilà. D'accord. Pour le ventre, qu'est-ce que vous faites? Le ventre, c'est l'une des interventions quand même les plus lourdes en termes de post-opératoire pour le patient, parce que vous comprenez, comme il y a la respiration, ça contraint après la personne, donc la personne est bien endormie, on fait des médicaments qui relâchent bien la musculature, et puis l'intervention est faite pour redonner, pour bien réparer la charpente avant de réparer la toiture dessus. C'est-à-dire le ventre. Alors vous enlevez la graisse, par exemple, voilà. Et puis vous coupez la peau. Et puis on coupe l'excédent de peau, mais avant, en dessous, vous avez pris le soin de réparer la musculature qui sous-tend la peau. D'accord. Voilà, pour donner ce ventre qui soit plus plat. Et les fesses, qu'est-ce que vous faites? Les fesses, il y a plusieurs options. Il y a deux grosses options. Il y a les prothèses qu'on utilise comme dans les seins aussi. Mais les prothèses des fesses sont des prothèses qui ont une coque un peu plus dure que dans les seins. Il faut pouvoir s'asseoir dessus aussi. Évidemment, il faut pouvoir s'asseoir. Et puis, elles présentent certainement un peu plus de complications que dans la chirurgie des prothèses des seins. Parce que les fesses sont une zone où il peut y avoir facilement beaucoup plus d'infections. Parce que la marge anale n'est pas loin. Et puis, l'hygiène n'est pas forcément hyper développée à ce niveau. Donc, il y a ce côté des prothèses. Mais avec une prothèse, on ne peut pas arriver à traiter toutes les zones d'une fesse. Par exemple, quelqu'un qui a des creux au niveau des côtés, au niveau de l'os, vous ne pouvez pas mettre à la fois une prothèse qui soit derrière et qui vienne prendre sur le côté. Donc, c'est là l'apport intéressant de la graisse, les techniques qu'on a appelées le BBL, dont les femmes parlent. Le principe, c'est de prendre la graisse. Le principe, c'est de prendre, voilà, au niveau du ventre, au niveau de la face interne des cuisses, au niveau de la face interne. Ça dépend de comment est constitué l'individu. Il y en a qui ont une répartition de graisse plus en haut qu'en bas, c'est-à-dire au niveau de l'abdomen et au niveau des bras, alors qu'il y en a chez qui la répartition de la graisse se fait plus vers le bas. Voilà, donc il y a ces deux types de morphotypes. Et puis quand on prend la graisse, on la travaille. Et puis en fonction des zones qui sont en creux chez l'individu, on voit les zones à injecter avec la graisse. Voilà. D'accord, mais on comprend bien que c'est une opération qu'on peut qualifier de lourde. Bon, pas si lourde que ça, mais dans tous les cas, une intervention chirurgicale demeure une intervention chirurgicale. Très bien. Avant de parler de risque, Madame Laetitia, dites-nous, là on a parlé de la chirurgie esthétique, là vous allez nous parler de la médecine esthétique. Alors ce sont un peu les mêmes questions que l'on va vous poser. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire en médecine esthétique, par exemple pour le visage? Donc pour le visage, on peut retravailler le regard aussi, donc soulever les paupières aussi. On fait de la rhinoplastie médicale, qui est très différente de la rhinoplastie chirurgicale. C'est à base d'injection? À base d'injection. Et qu'est-ce que vous injectez? Du HA. Qu'est-ce que c'est? De l'acide hyaluronique, en fait. On l'injecte à ce niveau-là. On donne un effet, en fait, illusion, comme si on avait un nez beaucoup plus rempli, beaucoup plus pointu. Oui. Avec de la toxine botulique, en fait, on peut injecter, en fait, pour remonter la pointe du nez. Bon, après, il faudrait savoir qu'en médecine esthétique, c'est éphémère. Ça, on va en parler après, mais qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Voilà. Alors, quelqu'un qui veut des lèvres pulpeuses, c'est tout à fait possible d'injecter. Des lèvres pulpeuses, on injecte du HA au niveau des lèvres, on injecte au niveau des pommettes, au niveau des sillons nasogéniens, au niveau du menton, de la mâchoire. On travaille même le double menton, en fait, aussi en médecine esthétique. Vous arrivez à le faire disparaître? Tout à fait. La poitrine, qu'est-ce que vous faites? La poitrine, en fait, que des liftings.
Qu'est-ce que c'est le lifting? Le lifting de la peau, c'est-à-dire en fait qu'on va retendre les tissus, mais le résultat, et ça je le dis toujours à toutes les clientes qui viennent chez moi, le résultat au niveau du lifting des seins ne sera jamais identique qu'un lifting chirurgical. Parce que par exemple, si une dame a une poitrine légèrement affaissée, on peut la remonter, mais on ne peut pas la remonter. Avec des machines, avec des injections? Avec des machines. Avec des Ça, machines. c'est avec des machines médicales, tout à fait. Machines médicales. Oui, mais on ne pourra pas remonter en fait à 100%. D'accord. Alors, pourquoi parle-t-on de lifting? De lifting? Pardon? Pourquoi parle-t-on de lifting? Pourquoi vous parlez de lifting alors, si c'est pas pour... Non, parce qu'en fait, au niveau, on lifte vraiment le sein. On le lifte, on le remonte, mais pas à 100%. D'accord. C'est Vous ça la remontez différence. dans la chirurgie esthétique, vous remontez dans la proportion qu'il faut. Jusqu'à ce que ça fasse un angle droit. Avec une précision chirurgicale. Avec une précision chirurgicale. Oui. Pour le ventre, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? On a la liposuction non évasive. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce qui veut dire en fait qu'on n'a pas la convalescence qui va avec. On a quasi les mêmes résultats, je dirais même. En quoi faisant? Parce qu'après, on va parler justement des... On utilise en fait encore au niveau de la liposuction des machines médicales qui ne sont pas esthétiques, des machines médicales. La nuance entre la machine médicale et la machine esthétique? Je pense que c'est juste en fait qu'elles sont labellisées en fait. D'accord. Voilà. Ça dépend. Hein. Je pense que c'est par rapport à ça. D'accord. Donc ces machines, on utilise la radiofréquence. Oui. On utilise le lipolaser, des ultrasons. Et on garantit aussi des résultats à 100%. Donc vous êtes capable de déplacer la graisse? Non, on ne déplace pas Qu'est-ce la que vous graisse. faites? On élimine les amas graisseux. La nuance, ça veut dire que ça disparaît, ça fond? Ça disparaît. Les cellules qui sont mortes, qui sont parties, ne reviennent pas. D'accord. Alors, la personne qui veut avoir un ventre plat et puis un fessier rebondi, qu'est-ce que vous faites? Par rapport au fessier, en fait, on peut le galber. Tout dépend de ce que la personne désire. C'est-à-dire, par exemple, il y a le grand et le petit muscle. On peut les stimuler, le grand et le petit muscle. Comme si on faisait du sport? Exactement, pour galber, en fait, galber le fessier. Maintenant, si on veut plus de matière, je ne fais pas de BBL, mais en fait, il y a d'autres alternatives, comme du HA, voluminateur. Donc, on donne du volume, justement, à certaines parties du corps où il en manque, en fait. Donc, ce n'est pas Alors, de la les graisse. produits injectés, oui. Quel est je ne dirais pas la crédibilité, c'est un peu fort, mais quel est le côté rassurant dont vous pourriez nous parler? Il faudrait savoir en fait que chaque personne déjà qui va voir un praticien, il faudrait que la personne, le client s'assure que le produit déjà soit certifié. Il y a toujours un numéro de lot et de traçabilité, de connaître le produit parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de produits en fait qui sont plus ou moins falsifiés entre guillemets, je dirais. Donc regardez le numéro de lot, le numéro de traçabilité, la certification du produit et toujours montrer le produit en fait. Ça c'est important. D'accord. Alors maintenant je pense qu'on en arrive au stade, je ne dirais pas d'opposer, mais de poser les vraies questions avec notre docteur donc, en dermatologie. Savoir les personnes qui nous regardent ce soir, qui, après tout ce que l'on a dit, souhaiteraient s'orienter vers la chirurgie esthétique ou vers la médecine esthétique. À vous écouter parler, on sent bien les avantages et des inconvénients. Oui. Alors, avantage, c'est peut-être la précision de l'acte, la durée également du lifting ou quelque chose comme ça. Ça fait partie des avantages que vous pourriez nous développer? Oui, en chirurgie esthétique, il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, lorsqu'on fait le transfert de graisse, contrairement aux produits qu'on injecte, lorsque la graisse, elle a bien pris dans la zone, l'effet, il est définitif. Mais, sauf que la graisse va avoir la même vie, elle va être sensible aux variations de poids de l'individu désormais. Sinon, c'est une méthode qui est définitive. Et puis, il n'y a pas de phénomène de rejet dès l'instant où c'est la matière propre de l'individu. Donc ça, c'est un des avantages par rapport aux patients qui viennent, qui vous disent, moi, je n'ai pas besoin d'avoir de corps étranger. Parce que pour grossir telle zone, on leur met en balance les différentes méthodes, soit les implants, soit les méthodes naturelles. Donc, quand elles n'ont pas envie d'avoir de corps étranger, en ce moment, elles vont s'orienter vers les méthodes de graisse. Bon, même si c'est des chirurgies où il y aura une anesthésie générale, mais compte tenu de l'évolution de l'anesthésie depuis ces 30-40 dernières années, je pense que dans la plupart des cas, il n'y a pas trop de complications liées à ces niveaux-là.
Et la chirurgie permet de leur assurer ce résultat. Et puis, en plus, on surveille les patients durant le long de la procédure. Quand vous opérez un patient... La convalescence est longue? Oui, la convalescence, pour la plupart des interventions, même pour les abdominoplasties, qui est une des interventions les plus grosses, la convalescence peut-être c'est 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois pour certaines patientes. Mais vous allez suivre les patientes après, sur à peu près 1 an, pour voir l'évolution des cicatrices, pour suivre tout ce processus. Cicatrices, on va y revenir avec vous. Alors, dites-nous, quand on parle de médecine esthétique, alors c'est immédiat, c'est un traitement à court, à moyen terme? Donc, quand c'est immédiat, il faudrait savoir que quand on fait de la médecine esthétique, c'est-à-dire que si vous devez travailler à 14 heures, vous pouvez venir dans un cabinet à 10 heures et vous en ressortez comme si de rien n'était. Il n'y a pas de convalescence, en fait. C'est immédiat. Et puis aussi, très important, il faudrait savoir que tous les produits injectés sont biocompatibles et biodégradables. Donc, il y a aussi très peu de risques de rejet. De rejet. Oui. Alors, on a l'impression que la médecine esthétique s'inscrit dans le court terme, contrairement à la chirurgie esthétique qui, elle, s'inscrit dans du un peu plus long terme. Quoi qu'il en soit, la cellule vieillit. On vieillit tous. Oui, on vieillit tous. Ça, c'est un fait. Oui. Vous avez bien décrit le tableau, effectivement, c'est comme ça, parce que la plupart des résultats de chirurgie, vous n'avez pas le résultat qui est patent tout de suite et maintenant. Même quand vous mettez des implants, il va falloir attendre quelques semaines, le temps que le derme qui était là pendant la chirurgie dégraisse avant que vous n'ayez le résultat définitif. Mais cela dit, la cellule humaine, du moins le corps humain, a cette capacité de bien évoluer et je pense que, contrairement à la médecine esthétique, puisque dans la médecine esthétique, il y a certaines procédures que vous serez obligé de renouveler. Peut-être il y a des produits qui sont là pour 6 mois, 8 mois, 9 mois. Donc, vous prenez une carte d'abonnement et puis vous venez régulièrement. Mais la chirurgie esthétique également, on renouvelle. Oui, le sein qui a été lifté ou qui a une prothèse, c'est une durée de vie également, la prothèse? La prothèse a une durée de vie, mais malheureusement, on ne sait pas quelle est la durée exacte de vie, mais en moyenne, ça tourne autour de 12-15 ans. Non, c'est 12-15 ans. Mais même si cela dit, il y a certains types d'implants. Moi, je me rappelle, quand j'étais en France, j'ai vu des dames qui avaient des implants depuis 40 ans. On a entendu dire également que l'implant éclate. Non, mais l'implant éclate, je pense que c'est une mauvaise expression parce que la texture des implants actuels, ça a des coques en silicone et puis le gel qui est à l'intérieur, il est en silicone et il est dit cohésif. C'est-à-dire que même quand la coque se déchire, le gel ne se répand pas dans les tissus. Mais c'est récent comme technologie aussi. Non, il y a peut-être une vingtaine d'années, mais et puis d'année en année, ça évolue. Moi, j'ai même vu la gamme des nouvelles prothèses qui sont sorties il y a peut-être 2-3 ans. Elles sont encore meilleures par rapport à ce qui se faisait il y a 5-6 ans. Voilà, donc c'est des biomatériaux, comme ils sont dans l'organisme, avec les frottements, ça a une usure, c'est normal, c'est naturel. Donc, vous pouvez avoir la chance que vos prothèses survivent pendant 20 ans, pendant 30 ans, voilà. D'accord. Alors, docteur Amisha, dites-nous qu'est-ce que cela vous inspire et puis quel genre de cas de patientes ou de patients viennent à vous? Merci beaucoup. On reçoit généralement en dermatologie des patients qui viennent au stade d'infection, de nécrose, d'infection bactérienne généralement, puisqu'elles sont fait injecter des produits de nature inconnue qui ont baissé le système immunitaire, ce qui a favorisé justement des infections de bactéries. Et ces infections bactériennes-là peuvent aller jusqu'au stade de nécrose. La nécrose, qu'est-ce que c'est? La nécrose, en termes simples, c'est la mort. La mort de la peau, voilà. C'est pas la mort de la personne, c'est la mort de la peau. C'est vrai, des grands yeux, oui. Voilà, au stade de pourriture, en termes terre à terre, c'est pourri, la partie est pourrie. Vous voyez. Mais il faut dire que les conséquences sont à appréhender en fonction des méthodes. Lorsqu'on prend l'article « La transformation de la silhouette due au grossissement des fesses en Côte d'Ivoire » paru en 2019, il a été décelé plusieurs méthodes, 2 grandes méthodes. Les méthodes dites naturelles, les méthodes dites artificielles et des hors-classes.
Les méthodes dites naturelles consistent à se faire masser la peau, les parties du corps, par des produits dits naturels, à savoir le beurre de karité, l'huile végétale, qui normalement, comme je le disais, le beurre de karité se mange, ne devrait pas faire de dégâts. Mais il se trouve que certaines personnes mélangent ce qui est naturel avec des décoctions de nature inconnue. Oui. Voilà, ce qui crée des dégâts, à savoir les infections, les nécroses. Mais à bannir ces méthodes dites artificielles où on utilise des capsules, des sirops, des injections et même des bouillons de cuisine où on les injecte directement dans le corps. C'est vraiment dangereux. C'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Oui. Et aussi, il y a des orpères, des méthodes à côté, les chirurgies plastiques, où certaines personnes trouveraient onéreuses, bien que plus sûres. Et il y a quand même le sport qui n'est pas coûteux. Mais certaines personnes appréhendent le sport parce qu'on dit que les résultats sont vraiment lents. Mais les conséquences, ingérer quelque chose de nature inconnue, déjà au niveau local, au niveau de la peau, on détruit la peau. Les personnes qui sont amputées, parce que... Bien sûr, j'en viens. Oui, bien sûr. De façon locale, d'abord, il y a les infections, comme je dirais, les dermo-hypodermies bactériennes nécrosantes, non nécrosantes d'abord, après qui vont nécroser. Toute la partie est pourrie. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe, on jette. Si la personne, justement, on va amputer la partie nécrosée puisque ça ne vit plus. Si la personne encore a les moyens, on va la reconduire encore en chirurgie pour pouvoir réparer un peu, mettre un peu de prothèse ou quoi. Chirurgie reconstruction. Voilà. Oh là là. Donc finalement, on débourse plus cher qu'on ne l'aurait voulu. Vous voyez? Et si tout le membre, justement, est pourri, qu'est-ce qu'on va faire? On va amputer, on va enlever. Et de façon générale, lorsqu'on ingère, on adhère, ça va passer par le foie qui va créer des problèmes, ça va passer par le rein pour pouvoir éliminer, qui va créer des problèmes jusqu'aux insuffisances. Donc le fait d'avoir injecté des produits ou des injections, ça veut dire que le foie et le rein travaillent à éliminer. Exactement. Ça peut conduire à l'insuffisance rénale? Très bien, ça conduit à l'insuffisance rénale pour certains produits qu'on a vus. Donc c'est vraiment dramatique de faire des trucs qu'on ne maîtrise pas. Mieux s'orienter vers des professionnels de santé qui ont eu la qualification pour ça et qui pourront vraiment gérer le problème. Ou simplement faire le sport, être patiente et espérer avoir certains résultats. Alors, le sport, ça ne manque. Dites-nous, madame, lorsque l'on parle de médecine esthétique, il y a un côté qui revient sur le côté éphémère. Pouvez-vous nous développer? Par exemple, quand on veut lifter la poitrine, c'est pour combien de temps? Quand on veut avoir des seins, des fesses rebondies, dans quelle proportion est-ce que, parce qu'on ne parle pas d'implant, non. Dans quelle proportion c'est possible avec la médecine esthétique? Tout dépend déjà de la méthode utilisée. Donc si, par exemple, on stimule le grand et le petit muscle, ça c'est définitif en fait. Maintenant, parce qu'en fait c'est une technique, si vous voulez, c'est comme si on faisait du sport. C'est comme si en fait on pratiquait 6 heures de sport sans forcément se dépenser en fait. Donc c'est vraiment la stimulation du grand et du petit muscle fessier. Maintenant, quand il s'agit d'injection de H1, il faut compter 2 ans. Alors, injection en médecine esthétique dans le fessier, il faut compter un effet de 2 ans. De 2 ans. D'accord. Au bout de 2 ans, ça s'affaisse comme si de rien n'était? Non. Ça part progressivement en fait. D'accord. Oui. Il faut absolument réinjecter pour avoir le même effet? Pas vraiment, parce que ça ne part pas complètement à 100%. Donc ça ne revient jamais à la forme initiale? Il y a quand même des... Si, sur le long terme. Sur le long terme, mais pas après 2 ans. D'accord. Oui. D'accord. Et en ce qui concerne la poitrine, donc vous nous avez dit, on tonifie? Oui. Et tout, mais ça ne peut pas être comme la chirurgie esthétique. Écoutez, ça c'est mon point de vue à moi. En ce qui concerne la poitrine, par exemple, du moment où on tonifie les tissus, de toute manière, les cellules, après, à un moment donné, vont relâcher, en fait. Donc, même si... Quelle que soit la méthode utilisée. Quelle que soit la méthode. Je pense que les deux méthodes, en fait, sont complémentaires. Pourquoi? Parce que si on fait même de la chirurgie faciale, en fait, chirurgicale, on aura de toute manière besoin de certaines injections, en fait, en médecine esthétique pour pouvoir maintenir le résultat. Maintenant, effectivement, c'est vrai que si on parle sur le long terme,
Par exemple, au niveau des lèvres, si une personne désire refaire les lèvres, il faudrait compter à peu près une année. Une année, donc 12 mois. Au niveau des sillons nasogéniens, ça dépend. Ça peut durer jusqu'à 18 mois, en fait. Nasogénien, le nez? Non, au niveau des sillons. Ici, les sillons. Oui, tout à fait. Ça peut durer jusqu'à 18 mois. Au niveau du menton, ça peut aussi aller jusqu'à 18 mois. Tout dépend vraiment aussi du produit injecté, en fait. D'accord. Donc, M. Seibi, avant de vous demander de réagir à toutes ces informations-là, mais il y a un côté qui interpelle. Oui. On peut être très belle du jour au lendemain sans être passé sur une table d'opération. Et puis, un an après, ou un an et demi, après, si on n'en a pas les moyens, le carrosse redevient citrouille, je dirais. Plus ou moins, Plus ou moins, oui. Parce que si vous voulez, comme je l'ai dit, en fait, déjà, ça ne va pas être pire, ça c'est sûr. Mais ça ne revient pas un an après directement. En fait, ça part progressivement. Progressivement. Donc, on sent en fait que c'est en train de partir. Tout à fait. On ne se réveille pas un matin et puis, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris 20 ans. Non, c'est pas comme ça, c'est progressif. D'accord. Je rajoute un truc. Rapidement, allez-y, professeur. En fait, ces méthodes-là, c'est l'injection de produits, c'est des volumateurs. C'est-à-dire, ils ont la capacité d'appeler l'eau. Donc, c'est ça qui donne cet effet de grossissement. Mais avec la cinétique diminuant, l'eau va partir et la partie s'affaisse. En fait, c'est des méthodes complémentaires. Par exemple, vous voyez, dans la formation d'un chirurgien plasticien, il acquiert ces méthodes de médecine esthétique parce que dans la gamme des patients que vous avez, tout le monde n'a pas envie forcément de passer sous le bistouri. Par exemple, pour tel individu qui a des rides, vous allez lui faire une injection de Botox. Parce que le Botox va paralyser un muscle qui est sous-jacent. Vous avez des rides parce que, par exemple, quand je fronce le front, là, c'est parce qu'il y a le muscle qui se contracte que vous voyez les rides. Mais si je le paralyse, on ne va plus voir les rides. Donc, ça, c'est des méthodes complémentaires qu'on utilise. Mais il y a d'autres aspects aussi qui sont plus périns à la face. Par exemple, l'injection de graisse. Il n'y a pas de phénomène de rejet, vous l'avez expliqué? Non, il n'y a pas de phénomène de rejet. Donc, pour combler des petites rides ou bien pour refaire des lèvres chez une dame, on lui fait des injections de graisse. Bon, ça vit pour toujours. Voilà. Très bien. Alors, M. Seibi, je vous vois dubitatif. Qu'est-ce que cela non, en fait, vous inspire comme réflexion? Juste après, on va passer à tout ce qu'on a entendu, je pense qu'on est d'accord qu'il n'y a pas de risque zéro. Oui. Non. Parce que vous êtes propriétaire de votre corps. Dès l'instant où vous, pour des besoins d'esthétique, vous choisissez, on va dire, un modèle esthétisant, vous commencez à perdre la main sur votre corps. Parce qu'on quitte le naturel et on va vers l'intervention des sciences, de tout ce qu'il y a comme procédé. Et en fonction des corps, ça peut demander encore d'autres besoins d'intervention qui n'étaient pas prévus dans votre première requête. Donc, progressivement, vous basculez, on va dire, quelque part dans un environnement où, pour nous, ça va créer potentiellement et parfois réellement des risques. Risques psychologiques. Psychologiques, pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure dans le film, c'est qu'elle voulait, et puis avec tout ce que l'ignorance lui a donné comme possibilité de croire. En prenant un premier médicament, on n'a pas eu l'effet. On prend deuxième, on n'a pas eu l'effet. On prend troisième. Et puis, il y a tout un effet d'engrenage qui fait qu'elle, qui était mince, prend du volume. Et puis, là où elle est vraiment, on va dire, paralysée. Parce que, économiquement, ça pose un problème. Parce que là, tu es dépendante d'un ensemble de choses, de recettes qui vont peut-être t'emmener. Elle est sûre qu'elle ne va plus revenir à la forme qu'elle avait. C'est un problème psychologique. Et il y a la crise du lien social. Parce que culturellement... On va essayer de synthétiser un peu. Oui, le modèle qu'on choisit pour paraître là, c'est pour nous rapprocher d'un groupe. Donc, ça peut créer un effet de désocialisation. Ta famille, ta communauté de référence, tu t'éloignes de ta communauté et tu te rapproches d'un autre groupe, mais un groupe que le virtuel a rapproché de toi. Donc, à un moment donné, tu vas voir que tu es dans un groupe, mais auquel tu n'appartiens pas. Ça crée des crises de relations, crises d'identité, voilà, ainsi de suite. Et ça met l'individu en crise avec lui-même. Et il y a des gens qui vont jusqu'à, on m'a dit, perdre le goût de la vie.
perdre le goût de la vie. Bon, si le suicide lui apparaît comme un moyen sûr, bon, il va l'utiliser. Et puis voilà que, au lieu de devenir beau ou belle, on a tout de suite abrégé ça. Parce qu'il y a même des ratés. Hein. Voilà. Alors, le moment est arrivé pour nous de savoir ce qu'en pensent les populations. Nous allons parler donc des conseils, des dispositions. C'est toujours un élément signé Seydou Ouattara. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup attirés par la grosseur du sexe. Puisque ce sont des nerfs, puisque tu grossis, arrivé un moment, le sexe va perdre de sa valeur, va perdre de sa puissance et puis c'est fini. Tu seras plus, on appelle ça comme un garçon puissant. Je ne suis pas contre. Chacun a sa forme. Il y a des gens qui sont minces, ils veulent grossir, les atouts ne leur plaisent pas. Ils veulent prendre des médicaments pour avoir un peu d'atouts. Je suis contre. Personnellement, je pense que ça a des effets secondaires. Nous, on n'en vend pas en fait. C'est un choix de vendre et c'est notre choix de ne pas vendre aussi. En tout cas, moi, c'est naturel. Je n'ai jamais pu quelque chose pour dire qu'un coquillage a devenu. Non. En tout cas, ça, c'est naturel. Je suis fière de moi en plus même. Les femmes qui vendent les médicaments pour grossir les fesses là, d'autres voient que c'est joli, mais il y a conséquences derrière. Là, parce que tu fais aujourd'hui, c'est bon, mais demain là, ça peut te créer problème. Là, c'est ça qui crée les cancers souvent. Voilà, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc chez moi, en tout cas, c'est pas bon. Ils peuvent arrêter. Ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a des effets secondaires. Et puis, en un mot, cela peut engendrer des maladies, ça peut engendrer des infections, ça peut te permettre, soit à tes 35 ans, à tes 40 ans, d'être impuissant. Je suis pour parce qu'il y a des gens qui naissent avec des déformations. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur forme. Il y a des gens qui ont un gros ventre, qui veulent diminuer leur ventre. Donc c'est normal. Il ne faut pas se sentir complexé dans la vie pour toute la vie. Il y a la médecine qui est développée maintenant. Donc tu peux te rendre à l'image que tu veux. Si tu veux être grosse, tu te rends grosse, tu veux être mince, tu te rends mince. C'est ta décision, quoi. C'est d'être fier de soi-même, pour ne pas être complexé. Je suis contre ça. Prendre le produit, faire grossir les fesses. Bon, on peut prendre genre du beurre de karité pour faire grossir les fesses, les seins. Là, c'est naturel. Mais prendre le produit pour faire grossir les fesses, souvent, il y a des effets un peu secondaires dedans aussi. Alors, on constate bien que les populations ont plus ou moins de bonnes informations, mais on est tous unanimes sur le côté dangereux. Alors, ça veut dire que le plateau a été bien fait dans le sens où on peut conseiller objectivement deux options encadrées par la médecine. Nous parlons de chirurgie esthétique ou nous parlons de médecine esthétique. Ce sont les deux grandes options que l'on pourrait retenir si vraiment il est indispensable pour votre équilibre de vie de vouloir modifier des parties du corps. Est-ce que l'on est d'accord là-dessus, après avoir entendu tout ça et puis l'expérience que vous avez, docteur? Oui, on est totalement d'accord là-dessus. Après, c'est un choix de tout un chacun de vouloir se faire modifier le corps, mais attention aux conséquences sur la santé. Il ne faudrait pas que ce choix-là nous emmène à regretter justement plus tard. Surtout comme je l'ai élucidé tantôt, les conséquences au niveau local et général, ça peut aller jusqu'au pronostic vital même de la personne puisque le produit est ingéré dans l'organisme. Donc, ça, c'est en dehors de la médecine esthétique et de la chirurgie esthétique. Effectivement, toutes les autres options toutes les autres options du marché et autres. Et concernant la médecine, la chirurgie plastique et la médecine esthétique, il faut toujours dire que toute méthode n'est pas dénuée. Est-ce que vous avez des personnes qui viennent à vous après une chirurgie esthétique ou une médecine esthétique, qui viennent à vous pour masquer certaines choses, par exemple? Oui, on reçoit des patients qui viennent après pour masquer certaines cicatrices. Parce que tantôt, les personnes ont mal cicatrisé, mais il faut dire que la cicatrice, c'est un processus de réparation naturelle de l'organisme. Ça veut dire que la cicatrice, en temps normal, elle est indélébile. Mais on peut avoir recours à certains traitements pour pouvoir effacer, pouvoir masquer la cicatrice. Mais dire qu'on va faire partie totalement, bon, ça n'existe pas jusqu'à ce jour, mais on peut masquer, on peut atténuer la cicatrice dans un but esthétique. Donc, vraiment, on en reçoit. Vous en recevez. D'accord. Alors, c'est votre mot de fin? Oui, vraiment, c'est mon mot de fin. J'incite tout le monde à se tourner vers les professionnels de santé pour pouvoir être pris en charge ou utiliser des méthodes vraiment naturelles ou moins coûteuses comme le sport qui va galber le corps et en plus, ça donne la bonne santé. D'accord. Avant de vous permettre de conclure, vous avez dit quelque chose d'important, coûteux.
Ça coûte cher de passer sur une table d'opération, ça coûte cher la médecine esthétique. Je ne dirais pas que ça coûte cher. Ça a un coût, c'est évident, mais je pense que quand on approche les bons spécialistes, ils vont vous donner les bons conseils et puis vous proposer les interventions qui vous vont. Parce que parfois, les patientes, elles arrivent avec leur indication toute prête. Hein. Moi, je viens pour une lipoaspiration, alors que quand vous l'examinez, ce n'est pas une lipoaspiration qu'il leur faut. Donc, je pense qu'il faut aller vers les personnes compétentes. Il y en a sur la place d'Abidjan et il y en a dans ce pays. Vous allez vers les personnes compétentes, elles vont vous consulter, elles vont vous conseiller quelque chose et elles vont vous donner le maximum d'informations afin que les choses se passent bien. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une perte de chance. Quand on n'a pas la bonne information, on peut s'engager sur des chemins qui s'avèrent après être périlleux. C'était votre mot de fin, mais à vous écouter parler, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que toutes ces personnes vont à l'étranger, vont en Amérique latine, vont en Afrique du Nord, sachant qu'on a ce genre de compétences ici en Côte d'Ivoire. Bon, je pense qu'au XXIe siècle, à l'ère du numérique, nul ne peut dire qu'il n'est pas informé. Si tu veux avoir une information, tu l'auras. Et je pense que parfois aussi les gens alimentent un certain complexe parce que peut-être ils pensent que c'est mieux fait ailleurs, mais je vous assure que j'ai souvent revu des patients qui sont venus d'Afrique du Nord. Avec les résultats ne sont pas assez extraordinaires, donc je pense qu'elles auraient pu faire l'économie de ces billets d'avion. Combien de chirurgiens plasticiens en Côte d'Ivoire? Les chirurgiens plasticiens en Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit être autour de 8. 8. Voilà. C'est encore élitiste, d'accord. Non, ce n'est pas élitiste. Bon, peut-être que comme ce n'est pas suffisamment connu, donc il faut faire la promotion de la discipline afin que d'autres jeunes l'embrassent parce qu'il n'y a pas que le côté esthétique. Hein. Le côté esthétique, j'allais dire, peut-être c'est l'infime partie. Parce que les parties de reconstruction sont éminemment plus importantes que l'esthétique. Il y a l'esthétique parce que c'est ça qui est médiatisé. C'est ça qu'on voit avec les stars à la télévision, aux États-Unis, au Brésil ou bien en Europe. Mais il y a beaucoup d'autres aspects de la chirurgie plastique. D'accord. Madame Laetitia Metchegnan, quel est votre mot de fin et conseil que vous pourriez donner? Le mot de la fin serait en fait, effectivement, tout ça a un coût, certes, mais il faudrait savoir en fait que les personnes qui ont recours à la médecine esthétique ou à la chirurgie esthétique, c'est plus vraiment pour avoir une estime de soi, pour pouvoir s'accepter en fait à nouveau en fait. Et c'est plus aussi une question de se sentir en fait bien dans sa peau. Il ne s'agit pas toujours en fait de physique. Ça va beaucoup plus loin. Ça va vraiment plus loin. C'est un mal-être profond. Donc ce mal-être-là, en fait, il est très souvent dû par une tromperie, une trahison. En fait, c'est toujours l'environnement, si vous voulez, de ces femmes-là qui font, ou de ces hommes, qui les poussent en fait à se reprendre en main. Imaginez-vous un exemple tout bête, en fait, que vous vous sentez trahi par votre conjoint et vous vous regardez dans un miroir, vous voyez que vous avez pris de l'âge et que sa nouvelle compagne, en fait, a 20 ans de moins. Oui. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais est-ce que vous imaginez, en fait, le mal-être que ça peut causer? Mais par contre, en faisant de la médecine esthétique, peut-être même, ou bien même en changeant de couleur de cheveux, ou en changeant de vêtements, en fait. Ce n'est pas forcément, je ne pense pas que la médecine ou de la chirurgie esthétique, qu'on parle d'esthétique, je ne pense pas que ça soit forcément que le physique, en fait, que l'esthétique. Il y a toujours autre chose derrière. Très bien. Monsieur Saïbi, je vous demande de conclure. Bon, moi je dirais que quand le corps change, on change de groupe d'appartenance. Et changer de corps vous expose, comme on l'a dit ici, à des risques. Pour réduire le maximum de risques, je pense qu'il est mieux de changer son corps dans les mains des spécialistes. On a parlé des chirurgiens plastiques, des plasticiennes et tout ça. Parce que, en définitive, le risque qu'on prend ici ou en allant aux mains des spécialistes, on se rapproche beaucoup plus de son objectif
en réduisant au maximum le risque de se retrouver, on va dire, au cimetière. Parce que c'est quand on vit qu'on a le temps de mesurer, on va dire, la profondeur de l'esthétique ou de l'idée du beau. Voilà. Donc pour moi, il faut que les spécialistes de la question communiquent beaucoup plus. Parce que le besoin est réel. C'est pour cela que c'est un fait social. Le besoin est réel. Il ne faudrait pas que la question de la chirurgie esthétique et tout ça soit élitiste. Il faut que les gens communiquent. Il faut que les gens qui ont besoin de changer leur corps sachent où aller. Parce que la chirurgie esthétique, quand on arrive à l'hôpital, on ne voit pas. Voilà. Même à l'hôpital, on ne voit pas. Donc, il faut qu'ils communiquent. Ben, parce que sur la toile, il y a beaucoup d'informations, mais il faut qu'eux aussi soient présents, mais présents pour que ceux qui en ont besoin aillent vers eux et trouvent la bonne porte, surtout la porte qui leur permette de consolider leur identité, mais de vivre aussi heureux et longtemps, à défaut de s'éterniser. Je vous remercie infiniment. Nous sommes à la fin donc de notre débat. C'était donc M. Seybi Jamal, sociologue, maître de conférence. Juste à côté, nous étions avec Mme Metchenian Laetitia, spécialiste en médecine esthétique, infirmière diplômée, avec 4 ans de spécialisation. Et puis nous avions donc Dr Amisha Florence, qui était avec nous, elle est dermatologue, vénérologue, et puis notre professeur Yeo Sitiénéen, qui est donc maître de conférence agrégé de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Au terme de cette émission, nous espérons que vous avez pris le temps d'écouter et d'avoir surtout la bonne information. Et au-delà de la bonne information, savoir comment s'orienter, rester en vie, rester en bonne santé pour justement profiter de ce que la médecine pourrait vous apporter. On vous remercie d'avoir été là. Bonne fête de Saint-Valentin. Bonsoir.